conférences précédentes animées par Jacques et Romain, qui ont, comme Eric le disait, ah Eric, tu es parmi nous. Bon, il revient, il va revenir. Donc, comme il le disait, Eric, donc Jacques et Romain ont pu, du coup, sur les 2 conférences précédentes, nous donner un peu plus de visibilité finalement par rapport à l'impact de cette crise économique qui est en cours, enfin crise sanitaire qui va déboucher sur des conséquences économiques. Ils ont pu faire un point assez général et un peu plus spécifiquement sur le marché immobilier. Romain au travers de l'impact, on va dire, en termes de théorie économique, et puis Jacques avec son expérience un peu plus proche du marché en tant qu'investisseur. Donc, on va traiter ensemble un sujet qui est dans la continuité de celui-là, puisque on va tourner aussi notre regard vers demain pour finalement regarder un petit peu sur le chemin pour de revenir rentier. Quels sont les piliers qu'il ne faut pas qu'on oublie, quels sont aussi les moyens qu'on a de réagir par rapport à ce qui va nous arriver, et qu'est-ce qu'il faut bien qu'on garde en tête pour vivre au mieux cette période à venir. Donc, on va décliner la conférence d'aujourd'hui en traitant d'abord de pourquoi devenir rentier, insister sur l'importance du pourquoi, voir ensuite ensemble l'importance de faire un état des lieux de vos flux et de vos stocks, finalement pour pouvoir manager au mieux les indicateurs, vous faire accompagner et l'importance de vous faire accompagner pour faire les bons choix. On verra ensemble 3 exemples de personnes qui envisagent ou ont pris déjà des décisions pour rebondir par rapport à la crise sanitaire qui est en cours et aux impacts économiques que cela va avoir. Et ensuite, on insistera sur la fixation d'objectifs et sur 2 clés de réussite, que sont la rigueur et l'intelligence. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet de chat. On pourra répondre à vos questions pour rendre l'échange un petit peu plus dynamique. Voilà, donc le chemin pour devenir rentier, c'est finalement un chemin qui déjà appartient à chacun. Vous êtes, vous, maître de ce chemin et personne ne le parcourra pour vous. Ça, déjà, il faut qu'on l'ait tous bien en tête. Personne ne fera les choses à notre place sur ce chemin-là. C'est un chemin qui est finalement la création de chacun. C'est un chemin où on pose un certain état d'esprit. C'est un chemin sur lequel tout est possible si on s'en donne les moyens. Je pense que Jacques nous a bien montré ça pendant la première conférence. C'est un chemin qui nous permettra d'apprendre aussi sur nous-mêmes et qui nous fera grandir humainement, qui nous rapprochera de qui on est vraiment, parce qu'il n'y aura pas que des beaux moments non plus, il y aura des moments difficiles sur ce chemin pour devenir rentier et qui pourront être bien entendu dépassés si on puise le meilleur en nous-mêmes. C'est un chemin sur lequel finalement on va pouvoir être aussi accompagné, et c'est certainement la démarche de beaucoup d'entre vous au travers de votre participation au sein du club. Donc, on va parler de ce chemin aujourd'hui et on va poser finalement quelques balises lumineuses pour vous permettre d'avancer avec une plus grande sécurité. Ce chemin, c'est pas rien faire non plus. J'ai bien aimé l'humour qu'on peut voir au travers de cette photo de présentation qui a été choisie. Rentier, c'est pas je suis rentrée et donc je me repose, c'est une quête qui est quasi perpétuelle. On voit bien sur cette image quelqu'un qui travaille, mais qui travaille dans un environnement plaisir. On voit tout cela en ces temps de crise sanitaire, la capacité de rebond finalement pour plusieurs secteurs d'activité qui est nécessaire et qui pourra sauver certaines entreprises. Donc oui, rentier, c'est comme sur la photo de l'événement, du travail dans un lieu plaisir qui est choisi. C'est gagner en liberté, mais c'est avant tout finalement aller vers un travail qui nous épanouit. Donc on va commencer à travers de la première question qu'on va se poser ensemble. Pourquoi devenir rentier ? Vous allez me dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là, Maëva, maintenant, alors que finalement, on n'a même pas encore commencé à parler du chemin. On n'a pas encore parlé du chemin que vous nous demandez pourquoi. Parce qu'en fait, à mon sens, si on n'a pas de pourquoi, on ne va pas tenir. Si vous n'avez pas de pourquoi, vous allez finalement renoncer assez rapidement. Parce que si vous n'avez pas de pourquoi, vous baisserez finalement les bras tôt ou tard.
À titre personnel, je fais partie de ces personnes qui ont en elles des braises éternelles, pardon, des braises qui sont étincelantes et qui ont en elles une conviction que ça ne s'éteindra jamais. Ok, super. Peut-être que certains d'entre vous et la majorité peut-être d'entre vous faites partie aussi de ce type de personnes, mais ça ne suffira pas. On ne pourra pas se rapprocher à ça. On ne pourra pas avancer qu'avec ça. Il faut vraiment qu'on se pose à l'intérieur de nous les vraies questions, qu'on sécurise notre ascension. Si on prend l'image d'un alpiniste qui grimpe, il ne grimpera pas sans sécurité, ok, il ne grimpera pas sans corde de sécurité. Même s'il sait qu'il va y arriver, il va s'assurer, il ne va pas tout risquer. On a deux pourquoi. Un pourquoi psychologique et un pourquoi économique. Notre pourquoi psychologique, il faut vraiment le trouver pour pouvoir rester motivé, pour finalement jamais regretter, rester créatif. Il faut trouver un pourquoi qui nous corresponde, qui corresponde à ce qu'on veut vraiment au fond de nous et pas à ce que la société veut pour nous. Okay, la société nous véhicule beaucoup de superflu, beaucoup de matérialisme. La société nous dit que eh bien, finalement, devenir entier, pour nous, c'est telle concrétisation matérielle. Ben, peut-être que pour vous, c'est pas ça. Peut-être que créer de la richesse, c'est pas finalement pour vous, finalement, être riche. C'est peut-être pour assurer une sécurité financière à vos proches, peut-être que c'est pour être libre de votre temps, pour arbitrer avec plus de souplesse le temps que vous accordez à chaque activité. Peut-être que c'est pouvoir faire du bien autour de vous, peut-être que c'est pour être dans le partage, pour être libre géographiquement, pour voyager, pour prendre du temps pour vos proches. Bref, des pourquoi, on peut en avoir plusieurs. Et vraiment, je vous incite à chercher quelle est la valeur, vous, que vous voulez développer derrière votre recherche de richesse. Quelle est la valeur humaine, j'entends. Son pourquoi économique. Le pourquoi économique, finalement, si vous avez des besoins aujourd'hui, oui, on a tous des besoins, on aura des besoins demain et on aura aussi des besoins après-demain. Bon. L'idée, c'est vraiment de calibrer ces besoins au mieux pour nous préparer à y faire face. Notre salaire ou la rémunération de notre travail aujourd'hui, elle ne suffira peut-être pas à couvrir nos besoins de demain. Donc l'idée, c'est vraiment de se tourner vers la création d'autres sources de revenus, comme par exemple l'immobilier, grâce à l'accompagnement du club, par exemple. Et nos besoins, quels sont-ils? Nos besoins, demain, ça peut être l'étude de nos enfants. Ça peut être, si je suis indépendant, un arrêt de travail. Ça peut être ma retraite. Ça peut être des envies de loisirs ou de voyage. Trouver votre pourquoi, c'est vraiment ce qui va faire que vous ne renoncerez pas dans les temps difficiles. Donc, à mon sens, c'était vraiment important de le mettre en introduction parce que déjà, sans ça, ça ne tiendra peut-être pas jusqu'au bout. Donc, un pilier sur le chemin pour devenir rentier, c'est vraiment de faire un état des lieux de vos flux et de vos stocks. On comprend aisément, par exemple, comme une entreprise qui doit avoir en permanence de la visibilité sur ses chiffres, sur les chiffres liés à son activité, une sorte de tableau de bord en continu. Bien, en tant que particulier, vous aussi, et bien, sur le chemin pour devenir rentier, vous pouvez et vous finalement devez aussi avoir votre propre tableau de bord. Okay, votre tableau de bord, pourquoi? Pour observer ce qu'il se passe, pour savoir où on en est, pour pouvoir prendre des décisions cohérentes avec nos objectifs. On va parler des objectifs tout à l'heure. Le tableau de bord d'un rentier ou d'un futur rentier, c'est aussi ce qui va nous permettre de nous rassurer dans les moments de crise. Romain a parlé par exemple de diversification samedi dernier. Notre tableau, il va pouvoir nous permettre de voir si nous sommes bien diversifiés ou si nous devons réaliser des arbitrages sur notre patrimoine pour être finalement peut-être mieux répartis sur les différentes classes d'actifs et moins peut-être subir les risques de certains marchés à venir. Le tableau de bord d'un rentier ou d'un futur rentier, c'est un tableau finalement qui reprend d'un côté les flux et d'un côté les stocks. Donc on diffusera avec Eric le modèle Excel du tableau que je vais vous présenter là, par mail ou sur les réseaux sociaux, on va vous en informer bien sûr. Alors le tableau de flux, il peut se présenter de la sorte. Il reprend l'ensemble des revenus,
les différentes sources de revenus, du travail, revenus du patrimoine immobilier, mais il reprend aussi la somme de toutes les charges, les dépenses fixes, les dépenses qui peuvent être variables et les dépenses qui peuvent être occasionnelles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir reprendre mois par mois l'ensemble des revenus et des charges pour voir déjà l'évolution du solde, mais aussi comprendre et pouvoir identifier quels sont nos postes de charges qu'on peut retravailler ou bien nos postes de revenus qu'on peut développer. Le tableau de nos stocks, lui, il va reprendre l'ensemble de nos actifs immobiliers et financiers et l'ensemble de nos passifs. L'idée, c'est d'avoir le solde de notre richesse nette à date et puis de pouvoir peut-être aussi rentrer un petit peu dans le détail. Comme je le disais, la personne qui va vouloir travailler sur sa diversification et sur, par exemple, la diversification de ses actifs financiers va pouvoir s'approprier ce tableau en créant des lignes supplémentaires en disant, bon, ben, ok, dans mes actifs financiers, j'ai des actifs risqués et des actifs non risqués. Parmi les actifs risqués, j'ai des expositions à certains marchés, certaines zones géographiques, certains secteurs d'activité. Je vais pouvoir peut-être avoir une vision plus claire de la répartition de mon patrimoine à date. Cet état des lieux-là, de flux et des stocks, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est libre vraiment pour chacun de vous de faire parler ce tableau en fonction de vos objectifs, de ce qui est important pour vous. L'idée, c'est vraiment d'avoir une photo, un état des lieux de cette situation, de votre situation, et de pouvoir observer les grands équilibres immobiliers, financiers, actifs, dettes, de prendre conscience, comme je le disais, d'une diversification qui est peut-être nécessaire, de prendre conscience de ce qui dort, des actifs qui peuvent dormir, de ce qui est peut-être sous-optimisé. L'idée, ça va être vraiment que vous puissiez rajouter des ratios, des calculs qui vous permettent finalement de tirer des conclusions et des axes d'amélioration, des axes de développement par rapport à vos objectifs. On pourrait aussi, selon les préoccupations, aller plus ou moins dans le détail. Okay. Comme je le disais, faire peut-être apparaître les différentes lignes de classes d'actifs que vous avez sur vos actifs financiers, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier ce tableau et le façonner à votre manière. On vous le partagera pour que vous puissiez déjà utiliser ce premier outil. Un point important, une fois que vous avez réalisé ce tableau, c'est vraiment de vous faire accompagner pour faire les bons choix. Alors, ce n'est pas parce que je suis conseillère en structuration et en gestion de patrimoine que je parle ainsi et que j'insiste sur l'accompagnement. C'est simplement un constat qui est vraiment objectif. On n'a pas tous les mêmes compétences dans tous les domaines. Et quand bien même, finalement, on peut apprendre et on peut se former et on peut regarder une situation avec nos nouvelles connaissances, on a finalement un seul point de vue. Et ça nous empêchera forcément à un moment donné de voir certains aspects. Donc, prendre plusieurs avis, synthétiser ces avis avant de prendre une décision, ça me paraît vraiment essentiel. Donc, je ne vous dis pas de choisir un conseil et de lui faire entièrement confiance, qu'on s'entende. Surtout pas. Je mettrais même comme règle d'or de ne pas s'abandonner. Finalement, de même ne pas tout mettre dans les mains d'une seule personne. Je dirais même de vous nourrir, d'apprendre des spécialistes, de vous poser après et de vous poser avec vous-même et de synthétiser vraiment toutes ces informations pour prendre vos décisions, pour prendre des décisions qui seront finalement en accord avec vos horizons, vos objectifs, avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous et donc avec votre pourquoi. En vous faisant accompagner, en élargissant vos horizons, finalement, vous allez aussi pouvoir ne pas avoir de regrets. Parce que, à mon sens, on fait et on fera toujours des erreurs. Je pense que même Jacques pourrait le partager avec vous. Vous ferez forcément des erreurs. Vous ferez peut-être des erreurs moins graves si vous avez pris plusieurs avis. Il n'y a que celui qui n'agit pas, qui ne prend pas de décision, qui ne fait pas d'erreur. Sur le chemin pour devenir rentier, pour être rentier, on va forcément prendre des décisions chaque jour. On va agir chaque jour, donc oui, on va prendre certaines décisions qui ne seront pas les meilleures. Mais on s'en rendra compte après coup. Et quand on s'en rendra compte, finalement, si on se retourne et qu'on constate qu'en effet, on avait bel et bien mis toutes les chances de notre côté, c'est OK. On aura fait de notre mieux, on n'aura rien à se reprocher, donc ce sera OK, on pourra poursuivre, on pourra rebondir, on va pouvoir continuer.
Donc, l'accompagnement, ce n'est pas être faible. C'est finalement pas non plus pour les ignorants. L'accompagnement, c'est simplement pour les personnes qui veulent réussir et qui acceptent de reconnaître qu'avoir plusieurs points de vue, c'est bénéfique. Et je pense que vous êtes nombreux déjà à être membres du club. Tous les membres experts, Eric en coaching, sont disponibles pour vous accompagner. Et je pense que ça, c'est une vraie force, même au travers des différents webinaires ou conférences qu'on peut avoir d'habitude en présentiel. Eh bien, c'est vraiment des moments où on vous donne des clés importantes pour vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc, prenez ce temps-là. Quelques illustrations de personnes qui ont pu se faire accompagner, prendre des avis dans ce contexte de crise sanitaire, parce que ça crée des peurs et parce que oui, il va falloir prendre des décisions. Et donc, on va voir ensemble 3 exemples de personnes qui se sont posées ces questions et qui ont pris des décisions en étant accompagnées. Concrètement, premier exemple, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, il a 43 ans. Monsieur Dupont, il a un patrimoine avec une résidence principale, avec 2 villas en saisonnier au Robert et un studio qui loue aussi en saisonnier au Diamant. Il a un patrimoine financier qui se concentre essentiellement sur un contrat d'assurance vie pour 50 000. Quelles sont ses peurs, lui, Monsieur Dupont, en voyant notre crise sanitaire actuelle? Eh bien, sa peur, c'est que le Covid fasse chuter la demande de location saisonnière. Il a pris contact avec ses divers conseils. Et quelle a été, lui, sa décision? Lui, dans sa courbe de résilience, le déclic, et ce qui a fait qu'il va pouvoir remonter un petit peu cette courbe-là, sa décision, ça a été de conserver le studio du Diamant en saisonnier et de convertir les 2 villas du Robert en location longue durée, en colocation. Lui, il était dans un schéma avec une SCI à l'IS, donc il avait la souplesse de pouvoir le faire. Et il a dit, moi, je préfère sécuriser ma rentabilité. Certes, faire moins de rentabilité que quand je suis en saisonnier, mais la sécuriser pour déjà l'année prochaine et pouvoir me repositionner sur le marché du saisonnier. Et bien les années d'après, si je vois que ce marché-là me fait moins peur, si je vois que ce marché-là est reparti. Donc une personne, M. Dupont, plutôt initialement exposé saisonnier, qui, lui, dans ce contexte de crise sanitaire, va prendre plutôt une décision de réorientation de son patrimoine vers de la location plutôt longue durée. Notre deuxième exemple, Madame Dubois, qui elle aussi s'est rapprochée de ses conseils pour prendre ses décisions en ce contexte de crise sanitaire. Eh bien, Madame Dubois, elle est divorcée. Elle assure seule la charge de ses 3 enfants en études supérieures. Elle est profession libérale. Son activité de professionnelle libérale est totalement à l'arrêt, totalement à zéro depuis le début du confinement. Et elle a 2 immeubles en location longue durée au Lamentin. Quelle a pu être la peur de Madame Dubois dans ce contexte? Madame Dubois, elle, sa peur, c'est de manquer de revenus pour assurer le paiement de ses charges. Parce que ces charges, elles se concentrent sur ses enfants en études supérieures et sur ses charges d'emprunt au niveau de ses immeubles en location. Après avoir pris l'avis de ses différents conseils, Madame Dubois, elle s'est rapprochée de sa banque. Sa décision, ça a été vraiment de demander l'allègement de ses paiements mensuels. Elle a dit, voilà, moi j'ai une priorité, c'est de continuer à pouvoir assurer le coût des études supérieures de mes enfants. J'ai mes bénéfices non commerciaux à zéro depuis le début du confinement. Ça risque de ne pas repartir tout de suite. Je veux alléger mes mensualités d'emprunt sur mes 2 appartements du Lamentin pour pouvoir être à même de payer mes charges que je considère comme étant essentielles. Donc elle est allée voir sa banque et c'est en cours d'échange. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui permettent soit de reporter à la fin de la durée du prêt les mois que vous aurez mis en attente, en payant pour certaines les intérêts et les assurances, bien sûr. Mais déjà, c'est un capital qu'on n'a pas à rembourser et qui peut être, dans le cas de Madame Dubois, en tout cas, donner un certain bol d'oxygène, on va dire. Notre troisième exemple, c'est l'exemple de Monsieur et Madame Martin.
Monsieur et Madame Martin, eux, ils ont un patrimoine immobilier de rapport qui est vraiment important, qui bouge beaucoup. Et bien avant le confinement, eux, début mars, ils avaient mis en vente 2 biens immobiliers parce que eh bien, ils achètent des biens, certains, ils les retapent, ils les revendent, certains, ils les conservent et puis ils les revendent un peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, eux, ils ont 2 biens à la vente sur le marché immobilier. Et puis, ils ont aussi 2 acquisitions immobilières en cours. Ils avaient signé 2 compromis, enfin un qui était signé et l'autre non. Et du coup, leur peur dans ce contexte de crise sanitaire, eh bien, c'est finalement de ne pas arriver à vendre leurs 2 biens immobiliers. Et puis, ils se posent aussi beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut qu'on poursuive les 2 acquisitions immobilières en cours. Est-ce que finalement, ça a toujours du sens? Ils ont pris attache avec leurs conseils, ils ont un petit peu synthétisé les différents avis et ils ont pris 2 décisions. Une première décision de dynamiser la vente de leurs 2 biens immobiliers à court terme. À court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont dit, en fait, sur le marché, il y a déjà des biens immobiliers, il y a des biens qui vont se vendre, mais celui qui se vendra, c'est peut-être celui qui sera le plus mis en avant. Donc, ils ont relancé leurs contacts dans le secteur de l'immobilier pour vraiment être sur une vente active de leurs biens immobiliers. Et ils se sont donné une date butoir, date à partir de laquelle ils retireront leurs biens du marché immobilier et ils reprendront un certain mode de location en fonction de l'évolution du marché. Leur deuxième décision, ça a été de revoir finalement l'optimisation de la rentabilité de leur projet d'acquisition. Les 2 projets d'acquisition, ils ont choisi d'injecter un petit peu de cash pour pouvoir diminuer un peu les mensualités d'emprunt et avoir un cash flow qui est plus sécurisant. Ils avaient déjà un cash flow positif sur les deux acquisitions, donc ils ont décidé de poursuivre parce que c'était des acquisitions saines et comme on l'a vu avec, avec Jacques et Romain les semaines précédentes, quand on fait une bonne affaire, qu'on fasse une bonne affaire maintenant, demain ou avant-hier, ça reste une bonne affaire. Maintenant, ils ont préféré sécuriser parce qu'ils ont dit peut-être que nos hypothèses de revenus qu'on avait pris, eh bien, ces hypothèses de revenus, elles seront peut-être légèrement inférieures étant donné le contexte. Peut-être qu'on avait prévu de louer en saisonnier et qu'on ne louera pas aussi bien en saisonnier. Et que si on passe en location longue durée, eh bien, on n'aura pas une rentabilité qui sera équivalente. Donc, ils ont décidé, eux, parce que leur patrimoine le leur permet, d'injecter un petit peu de cash pour diminuer les échéances bancaires en face. Donc là, on a l'illustration de 3 personnes qui ont pris attache avec leurs conseils respectifs, qui ont pu prendre des décisions qui sont en lien avec le contexte actuel, une décision de réorienter le saisonnier vers de la location longue durée, la location longue durée dont la rentabilité est un petit peu boostée par la mise en colocation, la décision de baisser ses échéances, ses obligations de remboursement, et la décision ensuite de dynamiser ce qui peut l'être en termes de vente immobilière et peut-être de revoir, de réadapter peut-être certains schémas de rentabilité pour des opérations qui étaient en cours de signature. J'aimerais bien rajouter, avant de passer à la slide suivante, un point qui est bien se connaître. À mon sens, c'est vraiment clé. Savoir ce que vous voulez, votre pourquoi, on en a parlé en premier point. Ça, c'est OK, il faut vraiment trouver. Mais aussi, vous connaître à l'intérieur, connaître vos manières de réagir, connaître vos peurs, vos sensibilités. À mon sens, c'est vraiment essentiel pour bien vivre ce chemin. Parce qu'on a des personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous tendre la main sur ce chemin pour devenir rentier. Il peut y en avoir des centaines de personnes. Mais si vous, à l'intérieur, vous n'êtes pas OK avec les décisions que vous prenez, vous n'y arriverez pas. Prendre le temps du développement personnel pour bien se connaître, c'est à mon sens très important. On a parfois l'impression que c'est un peu sortir du chemin. Parce que là, tout de suite, ça ne va pas nous rapporter. Là, tout de suite, ça ne va pas ajouter du cash flow dans notre super tableau de rentabilité, là, d'état des flux et des stocks. Ça ne va pas nous rapporter à terme, à court terme, mais par contre, ça va nous rapporter à terme. Ça va nous permettre notamment déjà d'être plus serein sur ce chemin.
Et Jacques et Romain ont insisté aussi là-dessus sur les conférences précédentes. Avoir une vision long terme. Avoir une vision long terme, c'est être serein, même dans les moments de baisse. Ne pas être trop confiant quand on est dans des moments de hausse. Ça va vous permettre de bien vous connaître aussi, d'aller plus vite, de prendre de meilleures décisions, parce que vous aurez plus de confiance. Ça peut passer au travers d'une séance avec un thérapeute, ok, mais ça peut aussi être fait en autonomie. Je pense que pour bien d'entre vous, votre participation au club, le fait d'être membre du club, d'assister aux conférences, eh bien, c'est déjà un travail sur vous-même que vous faites chaque jour. Peut-être que certains d'entre vous écoutent des podcasts, peut-être que certains d'entre vous réalisent des exercices ou des simulations. Ça, c'est aussi une manière de bien se connaître, pour voir un petit peu comment nous, on aurait réagi par rapport à cet investisseur qu'on voit là en conférence au sein du club qui nous raconte ses investissements. Comment nous, on réagit quand on a un portefeuille. Si je prends par exemple l'exemple d'une personne qui est sur le chemin pour devenir rentier et qui veut développer, admettons, la partie investissement boursier, par exemple. Eh bien, cette personne, elle pourrait, par exemple, se dire, moi, je me forme, j'essaie de comprendre et puis je vais faire mes premiers investissements. Le club va essayer de vous donner quelques outils prochainement pour ça. Bien, à mon sens, créer un portefeuille virtuel en ligne, par exemple, pendant cette période de formation, c'est essentiel. Investissez virtuellement la somme que vous pensez investir demain et observez un petit peu vos réactions. Ce ne sera jamais les mêmes que quand ce sera votre propre argent, hein, on est d'accord. Mais déjà, vous allez pouvoir voir, non, moi, je ne me sens pas bien quand je vois moins 30 sur mon portefeuille financier. Non, c'est peut-être pas pour moi. Ces types de classes d'actifs trop risqués. Ça vous permettra de vous apprendre à mieux vous connaître. Ça ne veut pas dire que vous tirez un trait sur la gestion de votre patrimoine financier de manière active, mais ça vous apportera peut-être la réponse suivante. Eh bien, je suis fait pour certaines classes d'actifs et pas d'autres. Pour savoir finalement si ça vous correspond. Donc, c'était juste une petite parenthèse avant de passer à la fixation des objectifs. C'est vraiment essentiel de se fixer des objectifs sur ce chemin pour devenir rentier, pour réussir. Se fixer des objectifs régulièrement. Dans votre tableau de bord, là, celui qu'on a vu, l'état des flux, l'état des stocks, à mon sens, vous devez avoir un troisième onglet dans ce fichier Excel qui est vos objectifs. Et vos objectifs, ça va vous donner un cap pour déjà vous motiver à avancer et pour pouvoir donner à chaque décision une direction commune. Pour que vos décisions aient une certaine cohérence. Si vous avez des objectifs, vous allez tous les jours prendre des décisions pour marcher, avancer vers cet objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous risquez de prendre des décisions qui vont un petit peu dans tous les sens, qui sont peut-être sur le chemin pour devenir rentier, mais c'est peut-être en concentrant un certain nombre de décisions vers un objectif unique que vous allez gagner en efficacité et en rapidité pour acquérir cet objectif. À mon sens, ces objectifs, c'est important d'en avoir des quantitatifs, bien sûr, mais aussi des qualitatifs. Comme exemple d'objectif, on pourrait se donner, par exemple, moi, je suis investisseur immobilier, je fais de la recherche immobilière pour trouver des nouveaux biens. Je veux réduire cette année de 30% le temps que je passe à la recherche immobilière, parce que je perds des heures carrées sur le bon coin à chercher mes nouveaux biens. Un objectif, ça peut être réduire mon niveau de stress quand je finalise des opérations. Exemple, j'actualisais 50 fois par jour ma boîte mail pour savoir si le notaire m'avait répondu sur l'avancement de la rédaction du compromis de l'acte ou je ne sais quoi. Ok, peut-être que checker la boîte mail le matin, le midi et le soir, ça suffit. On peut avoir comme objectif de générer X euros de cash flow supplémentaire chaque mois d'ici décembre. On peut avoir comme objectif de conclure par exemple un certain nombre de partenariats, des partenariats solides avec des personnes qui nous enrichiront sur ce chemin pour devenir rentier. Ça peut être des mentors, ça peut être des membres experts, ça peut être des coachs, peu importe. À mon sens, quelque chose qui est important aussi sur la fixation des objectifs et qui nous amèneront vraiment à la réussite de ces objectifs, c'est que chaque objectif doit avoir une récompense. C'est vraiment la manière, je dirais pas, mais c'est vraiment
là qu'on va voir si vous vous oubliez pas, qu'on va voir si vous allez pouvoir tenir bon. C'est vraiment à vous de trouver des récompenses qui vous motivent, qui soient à la hauteur de l'objectif que vous réalisez et cohérent avec cet objectif. Ça peut être vous offrir un week-end avec un ami, ça peut être vous offrir un dîner dans un restaurant que vous appréciez, ça peut être prendre du temps pour faire un super massage, ça peut être offrir un moment à une personne qui vous est chère aussi, vous offrir une séance avec un coach physique ou mental. Ça peut être faire un saut en parachute ou faire un don à une association qui vous tient à cœur. Peu importe. Peu importe cette récompense, fixez des récompenses qui sortent du cadre de l'investissement. Fixez des récompenses qui vous permettent bien de vous évader, qui vous permettent de vous rapprocher un peu de votre pourquoi. Si votre pourquoi c'était j'aimerais que une part de ma richesse ait du sens, que ça aide des personnes qui sont dans le besoin. Eh bien peut-être que le don à une association, ça aura du sens. Peut-être que prendre part à la partie solidarité du club, par exemple, et les événements qui peuvent être organisés, eh bien ça, ce sera peut-être quelque chose qui vous rapprochera de votre pourquoi. Peu importe votre pourquoi, les objectifs, c'est ce qu'il faut atteindre, mais ce qui facilitera l'atteinte de vos objectifs, c'est vraiment cette récompense que vous aurez mis derrière, parce que cette récompense, elle vous rapproche de votre pourquoi. Deux clés de réussite qu'on peut mettre en avant, l'intelligence et la rigueur. Tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est du mindset, ok ? C'est quelques outils. C'est un chemin qu'il est possible de parcourir, que beaucoup ont parcouru. Je pense que c'est super d'avoir ouvert le cycle de conférences sur Jacques, parce que c'est quelqu'un qui nous porte espoir dans cette situation de crise. C'est un chemin sur lequel il y en a beaucoup qui vont se casser les dents aussi et qui se cassent les dents. C'est un chemin qui, à mon sens, peut être parcouru si vraiment on met au cœur de chacune de nos actions deux valeurs essentielles, rigueur et intelligence. On va zoomer un petit peu sur chacune. La rigueur, c'est quoi finalement ? La rigueur, c'est s'y tenir. La rigueur, c'est pas juste raccrocher de cette webconférence avec un élan positif, faire des trucs pendant 2 jours et laisser tout tomber pendant 10 jours. Non, la rigueur, c'est se bouger, c'est vraiment se mettre un coup de pied aux fesses tous les jours. C'est tenir bon. C'est pas monter l'Everest tous les jours, hein, mais c'est réaliser un petit objectif régulièrement. Pour certains, ça va être tous les jours, pour d'autres toutes les semaines, pour d'autres tous les mois. Peu importe, on n'est vraiment pas là pour se juger. On n'est pas là pour comparer non plus, on est vraiment là pour y arriver ensemble. Si je définis un grand objectif, si moi-même je le considère comme étant grand, j'y arriverai jamais. Si je le définis comme grand, ça veut dire que je le vois grand, que ce sera éprouvant. Ce grand objectif, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le découper, de le disséquer en petits objectifs et de fixer un quoi et un quand. Quoi ? Eh bien, qu'est-ce que c'est concrètement ce petit objectif qui va me rapprocher du grand ? Quand ? C'est quand est-ce qu'il doit être fait ? Et ça, je m'y tiens. Et ça, je m'y tiens parce qu'en fait, c'est réalisable. C'est pas trop grand, puisque j'ai disséqué mon grand objectif en plusieurs petits. C'est réalisable et je m'y tiens parce que cet objectif, il poursuit un pourquoi. Le pourquoi qu'on a mis en premier là, dont on a parlé. Et en plus, ce pourquoi, il est enjolivé d'une récompense. Donc la rigueur, je m'y tiens. Et si je mets en œuvre tous les points qu'on a cités là depuis le début du webinaire, eh bien en fait, la rigueur, ce sera comme plaisir. Parce qu'elle me rapproche de mon pourquoi et qu'elle sera finalement un moyen d'atteindre mon pourquoi. Matériellement, c'est quoi ? Un calendrier. Un calendrier, vraiment tenez un calendrier. Avec un calendrier qui note quoi et qui cible quand est-ce qu'on le fait. Regardez-le chaque jour, chaque semaine, affichez-le et tenez-vous-y. Ce calendrier, il va vous permettre d'y voir plus clair. Il va vous permettre aussi de regarder en arrière, d'apprendre des erreurs peut-être que vous aurez faites, de vous nourrir de vos réussites. Il va vous permettre de donner une certaine vision, une certaine dynamique, de poser sur papier cette dynamique.
concrètement, les pas que vous allez faire sur ce chemin-là pour devenir rentier, eh bien, tout doit être écrit sur ce calendrier. Tout, je m'entends. Bien sûr qu'il y a des événements extérieurs qui vont venir nous bousculer. Mais globalement, eh bien, c'est ce que moi, je vais mettre en œuvre, les décisions que j'ai prises concrètement pour y arriver. Alors, faites un calendrier qui vous plaît, sur un support qui vous plaît, avec une présentation qui vous plaît. Ça peut être en mode do it yourself sur un grand tableau avec plein de petits post-it. Ça peut être avec plein de couleurs sur un petit cahier. Ça peut être en format électronique, si vous trouvez que c'est peut-être plus souple. Libre à vous. Vraiment, choisissez le modèle qui vous convient le mieux et le modèle que vous aimez pour que vous puissiez avoir envie d'aller le voir régulièrement. Ok, donc ça, c'est votre calendrier. Mais j'ai envie de dire que le rentier, eh bien, le futur rentier, il a un calendrier finalement un peu universel à suivre, en parallèle de ses objectifs et en parallèle des petites actions qu'il a mis en place pour atteindre ses objectifs. Il y a des grandes étapes qui doivent être sur le calendrier d'un futur rentier et qui doivent être mises à certains moments de l'année. Certains sont interchangeables. J'ai drafté pour vous un calendrier qui présente plusieurs choses, plusieurs sujets qu'il faut que vous traitiez à un moment donné dans l'année. Vous pouvez changer les mois pour certains. En début d'année, il vous faut fixer vos objectifs. En fin d'année, il faut en faire le bilan et ne pas oublier l'aspect récompense. Pendant l'année, il faudra penser à plusieurs points. L'optimisation de votre fiscalité, c'est quelque chose que vous allez subir chaque année. C'est vraiment à un moment donné, bien sûr que au moment de chaque prise de décision, au moment de la réalisation de chaque investissement, vous devez vous poser cette question fiscale. Mais à un moment donné dans l'année, il faut prendre un peu de hauteur et vous dire, ok, eh bien moi, ma fiscalité, elle en est où? Quels sont les flux qui génèrent ma fiscalité? Ok, quels sont les moyens que j'ai de réduire cette fiscalité? Qu'est-ce que je veux mettre en œuvre cette année, l'année prochaine? Qu'est-ce que je dois ne pas refaire pour pas augmenter cette fiscalité? Parce que cette année, j'ai fait un investissement sous tel régime fiscal et en fait, je constate que j'ai mon impôt qui augmente. Et donc, l'année prochaine, attention, il ne faut surtout pas refaire cette structuration. C'est un exemple. Bref, tirer des actions, des leçons dans le domaine de l'optimisation fiscale. Votre patrimoine financier et votre patrimoine immobilier, ça nécessite un temps où vraiment aussi on prend un petit peu de hauteur. Le tableau d'état des flux et des stocks va vous permettre d'y voir un peu plus clair et de faire aussi un point sur l'équilibre de votre patrimoine global et sur finalement l'adéquation de ce patrimoine par rapport à vos objectifs. Si votre objectif, c'est de créer X euros de cash flow supplémentaire net d'ici à la fin de l'année et qu'en fait, on voit qu'à milieu d'année, par rapport à l'état des stocks, il n'y a rien qui a augmenté. Par rapport à l'état des flux, on n'a rien retravaillé. Il y a peut-être une remise en question à faire. Un point sur la transmission du patrimoine. Je trouve qu'on se pose trop peu souvent la question, parfois trop tard, parfois peut-être aussi trop jeune, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut envisager à chaque instant et régulièrement parce que c'est une matière qui est en mouvance déjà au niveau législatif, mais c'est aussi parfois des changements de votre côté. Et puis en fait, on ne fait pas trop attention. On n'est pas mariés, on n'est pas pacsés, mais du coup, on fait des investissements en commun. Oui, mais en fait, s'il nous arrive quelque chose, ce serait naturel que l'autre puisse quand même rester, vous continuez à jouir de l'appartement ou continuer à gérer l'investissement. Et bien tout ça, ça s'encadre. En termes de structuration, ça ne veut pas dire forcément prendre des actes, faire des rédactions d'actes concrètes, mais ça veut peut-être dire structurer l'investissement intelligemment pour se protéger, par exemple. La protection du patrimoine, elle est essentielle au travers de la structuration, mais aussi parfois, on peut avoir des moments où on se dit, ok, moi, aujourd'hui, c'est bon, j'ai suffisamment de cash de côté pour faire face s'il arrive quelque chose. Et puis ensuite, l'année d'après, on a 2, 3, 4 opportunités qui se sont présentées à nous. Et puis, en fait, on se rend compte que là, on n'a plus trop ce cash disponible et que s'il arrive quelque chose,
c'est peut-être plus ouvert pour nous. Et bien dans ces cas-là, c'est peut-être un moment où temporairement, on prend des dispositions pour protéger son patrimoine. Il faut aussi prendre un moment dans l'année où on fait un point avec l'extérieur, où on se fait accompagner, où on se remet en question pour prendre un petit peu de hauteur. Un moment où on s'accorde d'être créatif. Un moment où on s'accorde de dire, ok, eh bien là, quelles sont mes sources de revenus? Quelles sont les autres sources de revenus que je voudrais créer? Comment je voudrais me diversifier? Comment je pourrais améliorer peut-être mes sources de revenus actuelles? Peut-être un temps où on va prendre du coup de l'information pour, on va dire, optimiser nos sources de revenus actuelles. Prendre du temps pour soi et travailler sur le pourquoi. Ça peut paraître être un temps inutile au niveau rentabilité financière tout de suite à court terme, mais c'est vraiment ce qui va faire que vous tiendrez sur le long cours. Et donc du coup, la fin d'année qui se clôture avec le bilan des objectifs et les récompenses. À mon sens, il était important que je vous partage un petit peu ce calendrier parce qu'on parle de rigueur. Vous fixez un calendrier personnel, c'est important, mais fixer ces grandes étapes-là du calendrier, on va dire, d'un rentier, je pense que c'est important aussi parce que ça vous permettra de penser à des sujets dont vous ne pensez pas habituellement. Et du coup, ça vous ouvrira de nouveaux horizons. Donc là, on a parlé de la rigueur. La deuxième clé que je voulais partager avec vous, c'était l'intelligence. Je ne parle pas ici là, de connaissances techniques, je ne parle pas de théorie. L'intelligence, en tant que je l'entends là, c'est pas lire des bouquins, maîtriser le BOFIP ou connaître par cœur tous les détails d'une loi fiscale. L'intelligence, ça va vraiment être la capacité de remise en question. Ça va vraiment être s'observer. Observer ce qui se passe autour de moi, ce que les autres font, ce que j'ai envie de faire au fond de moi, ce qui me correspond, ce qui est en phase avec moi-même, ce que je devrais faire compte tenu du monde extérieur, compte tenu de ce qui arrive, de la crise sanitaire, de l'impact, si ça se développe en crise financière et économique. C'est observer aussi mes réussites et mes échecs, les analyser mes actes pour faire mieux la prochaine fois. C'est être ouvert, écouter, m'inspirer, analyser. Mais c'est aussi finalement critiquer et remettre en question ce que je vois à l'extérieur pour mieux redéfinir ce que je veux pour moi et pour mieux définir les actions que je prends pour moi. L'intelligence, en tant que, comme c'est abordé là, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est vraiment une matière qui va bouger, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer sans cesse, qui va être différente aujourd'hui par rapport à hier, et qui, je le souhaite, sera encore différente après-demain. C'est cette capacité finalement d'observation et de remise en question. C'est vraiment ça qui est derrière la notion d'intelligence pour quelqu'un qui est sur le chemin pour devenir rentier. L'intelligence, c'est prendre de la hauteur, s'observer, optimiser, faire, si je fais quelque chose là et que je vois que en fait ça fait 10 fois que je le fais, parce qu'en fait c'est une tâche obligée, c'est une tâche répétitive, eh bien je vais peut-être prendre un temps pour me poser et réfléchir, faire preuve d'intelligence et me dire est-ce que je peux optimiser cette tâche? Est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui qui me permette d'y passer moins de temps quand j'aurai à la refaire demain? Par exemple, un investisseur immobilier. Exemple, s'il y en a parmi nous, un investisseur immobilier qui cherche un bien, ok, il va pouvoir standardiser son processus de recherche immobilière. Il va pouvoir avoir, par exemple, une fiche Canva avec des informations à recueillir, des questions à se poser, les questions à poser à l'agent immobilier, par exemple, qui a le bien en vente. Il va peut-être pouvoir avoir un fichier Excel modèle dans lequel, en fait, il n'aura plus qu'à saisir ces données pour que les calculs se fassent automatiquement. C'est vraiment toutes ces clés qui vont lui permettre de gagner du temps. Parce que sur le chemin pour devenir rentier, ça va vous servir. Ça va vous permettre de prendre confiance. Ça va vous permettre aussi de saisir des opportunités parce que vous serez plus rapide que d'autres. Donc, pensez-y. Faire preuve d'intelligence, et j'aime bien dire aussi mettre de l'intelligence dans le système, c'est presque ça. S'observer de haut et se dire, ok, comment je peux optimiser? Quels sont les moments où je perds du temps, où je suis pas efficace?
Ça peut être aussi reproduire un schéma rentable. Exemple, j'ai acheté un terrain, j'ai fait construire 2 maisons, hyper étudiées pour être rentables. Les surfaces au top, les matériaux au top, ça marche. Eh bien, pourquoi pas reproduire? Pourquoi pas refaire ça à un autre endroit? Pourquoi pas réutiliser mes plans, mes fournisseurs, les matériels, tant que je sais où est-ce que j'ai acheté tout et qui j'ai sollicité pour ça. Ça peut être aussi faire plus gros. Parce que sur le chemin pour devenir rentier, quand vous aurez déjà réalisé des objectifs, déjà réalisé des projets concrets, eh bien, vous pourrez peut-être faire plus grand aussi. Vous pourrez prendre le même temps pour rechercher un bien, mais plutôt que de faire l'acquisition d'un petit appart, eh bien, chercher un immeuble avec plusieurs appartements. Prendre le temps de recherche qui sera le même. Le temps sur les tâches répétitives dans tout ce processus administratif, ce sera le même. Mais en fait, on fera les choses pour un projet qui sera plus gros, qui vous rapportera certainement peut-être plus de cash flow. Mettre de l'intelligence dans le système, retenez ça vraiment. Conclure, ouvrir le sujet. Certains, peut-être d'entre vous, vont être frustrés et se demander finalement, concrètement, je fais quoi? Je fais comment? Sur quoi? On est au club des investisseurs immobiliers des Antilles, donc oui, bien sûr que ça peut être fait sur l'immobilier, mais le chemin pour devenir rentier, bien sûr qu'il peut être plus large. Ça peut être la bourse, ça peut être des parts de société, ça peut être la création d'un business physique, ça peut être la création d'un business en ligne, ça peut être une association. Une association, c'est-à-dire monter un business à plusieurs. Quoi qu'il en soit, il faut, à mon sens, que ce soit quelque chose que vous aimiez, quelque chose qui vous donne envie et qui suscite chez vous un intérêt. Pensez à diversifier. Romain a vraiment insisté là-dessus la semaine dernière. Ne vous focalisez pas sur une seule niche, une seule source de revenus complémentaires. J'aime bien la vision qui dit devenez entrepreneur, mais entrepreneur de votre vie. Devenez artisan de cette vie et créez finalement à votre image, par rapport à ce qui vous parle, ce qui vous plaît, plusieurs projets, plusieurs axes qui seront des routes qui vous mèneront vers cet objectif de devenir rentier. Il y aura sur ce chemin, bien sûr, de la peur de l'échec. C'est normal et heureusement qu'il y aura cette peur, parce que cette peur, en fait, elle est là pour nous protéger. Cette peur, c'est elle qui va faire que chaque jour, on garde les yeux grands ouverts. Grand ouvert pour prendre les meilleures décisions. Il faut vraiment qu'on accepte cette peur, si on l'a, si certains parmi vous l'ont, et parfois même, j'ai envie de dire, pour les plus téméraires d'entre nous, allons chercher la peur aussi, parfois. Et ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras, pas parce que je vous le dis, pas parce que tout le monde dit qu'il ne faut pas baisser les bras, non, mais baissez pas les bras parce que ce sera le seul moyen d'atteindre votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est vraiment quelque chose de fort en vous, si vous l'avez bien défini. C'est vraiment quelque chose qui est tellement fort que, en fait, vous aurez chaque jour les bras levés sans même que ce soit un effort, parce que ça vous nourrira au quotidien. Et donc là, je reboucle vraiment toute la conf. On commence par définir son pourquoi, un pourquoi qui nous fait vivre. On tient à jour un état des stocks et des flux pour avoir un vrai tableau de bord. Ok, le pilote d'un avion, il conduit pas les yeux bandés, quoi. Il a vraiment un tableau de bord avec toutes ces données pour pouvoir piloter. On se fait accompagner parce qu'avec nos 2 yeux, c'est pas suffisant. C'est mieux d'en avoir 4, 6, 8, 10 pour pouvoir voir un petit peu 360 autour du projet. Est-ce que c'est vraiment à valider? Est-ce que c'est vraiment dans ce sens qu'il faut aller? On fait preuve de résilience, on l'a vu au travers de ces 3 exemples. C'est possible de rebondir. On fait en sorte de bien se connaître pour pouvoir aller plus vite, avec plus de confiance. On se fixe des objectifs pour aller plus loin, pour réussir, et des objectifs avec des récompenses pour se nourrir et pour tenir bon. Et ensuite, on fait preuve, bien sûr, de rigueur et d'intelligence avec nos super calendriers. Voilà, écoutez, je ne sais pas s'il y avait des personnes qui avaient peut-être des questions, qui ont posé des questions. En tout cas, je vous remercie déjà tous pour votre écoute, si certains doivent partir entre-temps.
Et Eric et moi-même, on reste bien sûr à votre disposition si après la conférence, il y a des besoins ou des questions supplémentaires. Merci Maëva, beaucoup de points intéressants. D'accord. Je pense que tu as synthétisé. Profitons de ce temps de confinement pour pouvoir se poser la question, le pourquoi. Travailler vraiment le pourquoi et sur les objectifs que nous avons. Alors, ça a été très bien puisque tu as pu mettre en lumière 3 situations, trois exemples d'investisseurs. Beaucoup se reconnaîtront dans l'un ou l'autre des exemples. Et donc, c'est le temps vraiment de se faire accompagner, de faire l'état des lieux et de prendre les décisions adéquates. Alors, on va prendre quelques questions. Le temps juste de... alors, Mylène qui pose la question suivante. Où puis-je avoir accès aux deuxième conférence? Donc ça, c'est une question pour nous alors. Oui, donc Mylène, tu peux aller sur la page du club et tu verras les 2 premières conférences qui ont été diffusées sur la page du C2IA du club. Voilà, c'est la page Facebook. Y a-t-il d'autres questions? Beaucoup de remerciements, hein, Maëva. Excellente intervention. Je te le lis au fil de l'eau. Ultra intéressant. Bonjour Myriam. Alors, tu as plutôt une interrogation. Intelligence et rigueur, difficile dans cette région. Alors, c'est quelqu'un qui parle Oh, quelle région? C'est-à-dire, on vise la Martinique là ou c'est... en Martinique. Ah non, 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 non. Pour moi, c'est vraiment... Déjà, je trouve qu'il y a des choses qu'on a de manière innée, c'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de rigoureux. Hein. Parfois, on voit, il y a des enfants déjà petits, ils classent leurs livres, ils rangent tout bien, voilà, ils sont déjà hyper rangés, rigoureux, tout ça. Donc, on peut l'avoir en nous, mais si on ne l'a pas, on peut le développer. Pour moi, il ne faut vraiment pas qu'on se mette de barrière. Enfin, je pense que Eric, tu es tout à fait OK avec ça. Oui. Je veux dire, il n'appartient qu'à nous de construire ce qu'on veut. Et peut-être que oui, la rigueur ou l'intelligence, la prise de hauteur, c'est pas notre fort. Moi, je sais qu'il y a des choses, quand c'est pas mon fort, sur mon iPhone là, j'ai un rappel tous les 3 jours qui sonne à 10 heures pour me rappeler quelque chose qui est important pour moi. Parce que moi, ça, c'est pas dans mon naturel, c'est pas dans mes valeurs. Et du coup, je mets vraiment ce rappel pour me dire, c'est ce vers quoi je veux tendre. Et du coup, je m'oblige, je me contrains et je mets ce rappel-là parce que je veux vraiment y arriver. Et en fait, si vous êtes là, c'est parce que vous avez de la volonté, parce que vous aimeriez y arriver. Et en fait, le fait de se mettre des rappels sur son agenda, eh bien, en fait, c'est finalement un peu créer cette rigueur. Et du coup, au fond de vous, c'est la volonté de devenir rentier qui parle. Et après, on utilise des outils pour devenir rigoureux. Et ça peut être voilà, le grand calendrier que j'ai montré là. Moi, je sais que ça me parle beaucoup, ça. Le grand calendrier un peu là comme en liège sur lequel on poinçonne des post-it. Moi, j'adore, il y a plein de couleurs, on peut écrire, on peut dessiner, tout ça. Eh bien, moi, c'est quelque chose qui me parle. Pour certains, ça les aidera à devenir rigoureux, par exemple, parce que, voilà, plein de couleurs, tout ça, et elles aimeront ajouter des petits papiers, et puis, c'est une manière de le devenir. Donc, De toute façon, non, ça je fait ne m'étire référence pas. au point que tu disais tout à l'heure, bien se connaître. À partir du moment où on se connaît bien, on connaît un petit peu nos limites et on essaie d'adapter et d'aller un petit peu plus vite et puis sortir de notre zone de confort. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, Myriam qui dit comment adhérer au club. Donc, c'est simple. C'est nous envoyer un mail à c2ia.secrétariat@gmail.com. Je répète, c2ia.secrétariat@gmail.com. Y a-t-il une newsletter? Non. En général, on communique beaucoup sur Facebook ou sur le site du club. Des conseils de rituels pour un cercle vertueux de rigueur.
Voilà une Des question. rituels. Euh, Moi, j'aime bien faire les choses par système de rappel parce que bah, mon agenda, c'est quelque chose que j'ouvre tous les jours. Enfin, j'ai un agenda, moi, électronique pour ma part. Mhm. Et après, c'est vrai que tous les 3 jours, j'ai des tâches qui sont importantes pour moi que je fais dans un certain ordre. Et donc, j'ai une petite fiche où je me suis mis sous forme de bullet point ce qu'il fallait que je fasse pendant cette demi-heure à 10 heures tous les 3 jours. Mhm. Et donc, du coup, bah, ça, je sais que quand il est 10 heures et qu'on est le jour où il faut que je le fasse, je prends cette fiche-là et je fais vraiment bah, chacun des points qui est écrit dessus. Donc, ça peut être une manière de le faire. Après, je pense qu'il faut trouver quelque chose qui nous correspond. Le fait d'avoir le téléphone qui sonne un certain jour à une certaine heure, ça peut contraindre certains. Euh, le fait d'avoir voilà, un grand tableau, un grand dashboard sur lequel on affiche certaines choses, ça peut en aider d'autres. Ça, je pense que c'est propre à chacun. Moi, pour ma part, c'est plutôt électroniquement que je fais ça. Et puis ensuite, voilà, c'est vraiment tous les 3 jours. Enfin, tous les 3 jours. C'est lundi, mercredi, vendredi pour moi. Mais après, c'est propre à chacun. Je Ouais, pense qu'il chacun faut. doit adapter. Chacun doit adapter en fonction de ses habitudes aussi. Hein. La personne qui aime écrire, ben, peut-être qu'elle va privilégier plutôt son agenda et tous les jours se mettre ses objectifs. C'est Ou clair. les personnes qui sont un petit peu plus aguerries aux outils informatiques eh ben, vont peut-être plus utiliser leur téléphone et des applications, parce qu'aujourd'hui on trouve toutes sortes d'applications qui permettent d'organiser ces, les actions que nous avons à faire. C'est Alors, il y clair. a Jessica qui pose une question. Est-ce qu'un débutant peut consulter un gestionnaire en patrimoine? Bah, à mon sens, le conseiller en gestion de patrimoine, il est vraiment là pour répondre eh bien, aux questions que la personne se pose spécifiquement par rapport à sa situation. Donc, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas tant quelqu'un qui va euh, restructurer tout un patrimoine existant. Bien sûr que ça peut être cette partie-là, mais c'est aussi, pour moi, à mon sens, et ma manière de l'exercer, c'est vraiment une position de pédagogue aux côtés des investisseurs. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de donner les clés aux investisseurs, leur comment j'aime bien dire ça, leur donner une certaine vision sur quelle est l'architecture des différents univers d'investissement. Mhm. L'investissement immobilier, eh bien, comment ça se structure, quelles sont les différentes possibilités et quelles sont les différentes, on va dire, limites qu'on va rencontrer. Le patrimoine financier, pareil. Et puis, par rapport à mes objectifs pro et perso et ma situation aussi personnelle, si je vais voilà, dans chaque domaine, eh bien, c'est un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui va vous projeter dans ces deux domaines-là et pouvoir vous dire, bon, ben, étant donné votre situation, si vous allez sur les marchés financiers, par exemple, eh bien, il faudra peut-être mieux le faire dans tel cadre pour que ça ait des impacts favorables par rapport à la transmission de votre patrimoine, parce que je dis n'importe quoi, vous n'avez pas encore d'enfants et donc du coup, il serait plus préférable d'avoir, je ne sais pas moi, un contrat d'assurance vie avec une clause qui soit à 50-50 sur vos neveux et nièces, admettons, parce qu'aujourd'hui, c'est le reflet euh, de votre situation personnelle. Voilà. Pour moi, il y a pas de niveau de patrimoine pour aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. C'est vraiment se donner des clés. Aujourd'hui, on a donné des clés tout à fait immatérielles et qu'on ait 0 ou des millions, c'est des clés importantes. Ok, merci. Thierry qui nous pose la question. Bonjour Thierry au passage. Quel est ton avis sur la crise économique qui va impeccablement suivre la crise sanitaire et comment s'y préparer et quels en sont les signes? Euh, Comment se préparer à la crise économique qui va suivre la crise sanitaire? Alors, du coup, c'est vraiment propre déjà au patrimoine de chacun et à l'équilibre du patrimoine qu'on avait avant la crise. Pour moi, il faut vraiment éviter de prendre des décisions trop à la hâte sans réfléchir. Il y a plein de clients qui m'ont appelé en début de période de confinement. Maëva, mon Dieu, je vois, c'est rouge, je suis en ligne, je vois qu'il y a des perfs négatives, il faut que je vende, etc. Ok, peut-être qu'il faut vendre, mais peut-être qu'il faut rester investi aussi. Et du coup, il faut vraiment se poser la question de, par exemple, si là, c'était patrimoine financier, des fonds investis sur les marchés financiers. Ok. Mon client, il me disait, Maëva, moi, en fait, ces fonds, je les ai placés pour ma retraite. Je dis, ok, mais du coup, tu as 40 ans,
ta retraite, on a encore le temps. Et du coup, pourquoi tu veux racheter? Parce que je vois que ça baisse, j'ai peur. Et puis en plus, dans quelques mois, s'il faut, ce sera encore plus négatif. Oui, mais du coup, si toi, ton horizon de sortie, et si toi, tu me dis, Maëva, ces fonds, je ne les mobiliserai pas avant ma retraite, eh bien, ton horizon est suffisamment long pour pas que tu prennes une décision de sortie et de désinvestissement. Donc, à mon sens, oui, on est en train de passer une crise. Oui, là, tu vois, peut-être que c'est moins 10 et que demain, ce sera moins 30. Mais en fait, à horizon ton jour de retraite, eh bien, on repassera en positif. Et donc, peut-être que la conclusion à tirer de ça, c'est pas je dois vendre aujourd'hui, mais je dois attendre qu'on repasse en positif. Et le jour où on passera en positif, eh bien, peut-être qu'il faudra que j'aille sur des supports moins volatiles, moins risqués, parce que en fait, moi, ça me fait des hauts le cœur quand je vois ça. Et du coup, je vais peut-être aller sur des investissements en parts de SCPI, par exemple, qui sont des parts de sociétés civiles qui investissent dans l'immobilier, qui sont moins volatiles que des fonds investis en actions, par exemple. Et donc là, on reboucle avec le bien se connaître. Et bien en fait, cette période de crise, pour ce client qui a 40 ans, qui avait prévu ses fonds pour sa retraite, lui a permis de comprendre qu'il n'était pas fait pour aller sur des actifs qui font des hauts et des bas. Et du coup, ça lui a permis de dire, OK, en fait, je vais sécuriser dans l'avenir. Donc, aujourd'hui, il ne prend pas de décision parce que ce n'est pas le moment d'en prendre économiquement, mais il va en prendre demain pour aller vers un équilibre patrimonial qui lui correspond plus, qui correspond plus à son profil. Pour répondre à la deuxième partie de la question, c'était finalement quels en seront les signes. Il y a les signes économiques qu'a pu développer Romain. Ça, je pense qu'on va forcément assister à la remontée des taux, le marché immobilier qui risque peut-être un petit peu de se figer temporairement, voire peut-être de progresser moins vite sur certaines zones géographiques. Ça, c'est certain. Maintenant, aujourd'hui, à mon sens, il ne faut pas attendre les signes pour réagir. C'est-à-dire que si d'ores et déjà on sait qu'on a une somme d'argent dont on va avoir besoin à horizon 6 mois pour X raisons, oui, peut-être qu'on va se dire, OK, je retire maintenant parce que moi, ma peur, c'est que dans 6 mois, on soit plus bas. Et donc, j'arbitre ces fonds-là pour les avoir disponibles dans 6 mois. Donc, peut-être un peu plus d'anticipation. Mais à mon sens, il ne faut pas attendre les signes pour réagir. D'accord. Fabrice qui pose la question, il n'est pas toujours évident de définir son pourquoi. Et le coaching peut aider au pourquoi. C'est un petit peu tout ça, effectivement. En début d'année, avec le club, nous mettons en place des conférences qui sont liées au mindset. Et ça permet aussi, là, par ce biais de ces conférences qui sont dispensées, telles que le millionnaire mindset ou le mindset des gens à succès, de pouvoir aller chercher son pourquoi. Voilà. Et après, je pense aussi que sur le pourquoi, il faut s'essayer. C'est-à-dire que je parlais des actions solidaires que peut faire le club. Si notre pourquoi, c'est quelque chose d'altruiste, eh bien, on n'est pas obligé... Quand on est sur le chemin de la définition de ce pourquoi, on ne sait pas si c'est vraiment ça. Eh bien, on peut aussi mettre un pied dans ce type d'action pour se dire, OK, est-ce que c'est vraiment mon pourquoi et est-ce que vraiment ça m'anime et disons, avant de l'afficher comme étant son pourquoi, faire peut-être des petites actions qui nous confortent dans nos différentes directions. C'est ça. Giovanni qui pose la question suivante. Est-ce possible d'avoir plus de détails sur la fixation de ces objectifs? Car des fois, on peut avoir l'impression qu'ils sont mal déterminés. Moi, la fixation des objectifs, j'aime bien le faire de manière annuelle et j'aime bien me limiter à 3. 3, pourquoi? Parce qu'après, sinon, je me disperse. Et puis, si j'en mets trop, eh bien, chaque objectif est trop petit. Après, c'est aussi là encore propre à chacun, mais pour moi, un objectif, c'est quelque chose, si je l'ai atteint, il faut que j'en sois fière. Donc, il faut quand même que ça ait une certaine envergure. L'envergure dépend bien sûr de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et de la facilité ou de la difficulté que vous aurez à l'acquérir. Se mettre des objectifs qualitatifs et quantitatifs, je pense que ça permet aussi de se challenger parce qu'il y a des personnes qui seront très sur le suivi des chiffres, qui vont s'éclater sur le fichier Excel qu'on va partager et qui vont être dans la réussite de ces objectifs chiffrés. Et qui seront peut-être un peu moins dans le qualitatif, qui sera nécessaire et qui les rattrapera à terme si ça n'y est pas. Et d'autres, à l'inverse, qui sont moins chiffres et plus qualitatifs. Donc, pour moi, vraiment, fixer les objectifs, je dirais 3, de manière annuelle,
un petit peu de qualitatif et du quantitatif aussi. Et ensuite, prendre des avis extérieurs. Il faut que ces objectifs, ils soient cohérents par rapport à votre situation, au temps que vous avez. Parfois, on a, je pense, pas mal de membres du club qui sont toujours en activité professionnelle, qui sont et qui ont des intérêts pour l'investissement immobilier, qui veulent vraiment y consacrer du temps, mais qui sont aussi rattrapés par le temps de travail qu'ils ont par ailleurs, et puis le temps peut-être à consacrer à une famille aussi. Et donc, du coup, il ne faut pas non plus se mettre des objectifs qui ne sont pas réalisables parce qu'ils vont être en fait trop exigeants en termes de temps par rapport aux autres sphères qu'on a, travail ou famille. Et donc ça, il faut un objectif qui nous motive, mais qui soit quand même réaliste. Et je pense que Eric est bien placé pour échanger avec vous en séance de coaching là-dessus, juste pour valider que ces objectifs sont en adéquation avec votre situation actuelle, en fait. C'est exactement ça. De toute façon, ça fait partie du cursus d'intégration, je vais dire, au club. Et Vanessa et Aurélie animent, on fait la proposition d'animer un atelier avec la fixation des objectifs par le biais de la méthode SMART. Alors, ça va dans le fil droit conducteur de ce que tu étais en train de dire. Nathalie qui pose la question, quand et comment pourrons-nous avoir... Alors oui, donc le tableau sera Excel, ouais. diffusé. Ouais. Et du coup, sur la page Facebook, on va pouvoir l'ajouter normalement. Ouais, d'accord. Donc, tu me transféreras ça et je le mettrai en ligne. Maëva accepte-t-elle des rendez-vous téléphoniques? Donc, les coordonnées de Maëva sont là, juste derrière vous sur le slide, numéro de téléphone ou l'adresse mail. Oui, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site internet sinon, et puis on fait ça en visio, comme ça on se voit et on s'entend bien. Je sais qu'il y a quelqu'un qui posait une question tout à l'heure en disant combien coûte une consultation avec un conseiller de patrimoine? Alors ça, je pense que c'est propre à chaque conseiller. Moi, pour ma part, ma manière de travailler avec mes clients, c'est que je fais un premier rendez-vous de 45 minutes qui n'est pas facturé, qui permet juste de se connaître, parce que je ne vous connais peut-être pas tous, de prendre connaissance un petit peu de votre situation et de définir justement les objectifs, les choses qui sont à travailler pour vous. Et après, en fonction des clients, il y a des clients que je vois en séance de consultation 1 heure et demie, à qui j'envoie un compte rendu et que je revois plus et que je revois 6 mois après, et d'autres que je revois tous les mois ou tous les trimestres. Ça, ce sera à définir pendant la première consultation. Et ensuite, en fonction des sujets qui sont à traiter, c'est une tarification souvent que je fais moi à l'heure, qui est entre 180 et 250 de l'heure selon les sujets. D'accord. Donc, à affiner, prenez contact avec Maëva et, pour une consultation ou bien Romain. Voilà. On va prendre 2 dernières questions. Il y a plusieurs chemins sur ma carte spécifique IMO. Les risques sont là et comment savoir si on est sur le bon chemin? Le coaching est donc très important pour aider et passer le cap. Mais quels sont véritablement les principaux risques? Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. C'est quelqu'un qui a peut-être plusieurs investissements immobiliers, qui doit faire des arbitrages par rapport à la crise sanitaire. Ouais, puisqu'il parle de sa carte spécifique IMO. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a effectivement plusieurs biens immobiliers. Et donc, l'idée, c'est quels sont les véritables risques ou les principaux risques. Pour moi, le risque principal, ça va être de rester monomode de location. Si c'est une personne qui a que de la location saisonnière, là, je rejoins Romain, diversification, et vraiment, il faut réfléchir à ça. Après, à voir si les zones géographiques des différents biens peuvent être réadaptées. Moi, je trouve merveilleux les opportunités qu'on a en Martinique au niveau de la colocation. Il y a tellement de recherches de personnes qui sont en recherche de chambres en colocation. Ça peut être vraiment... voilà, j'avais une villa en saisonnier, je la bascule en colocation. Il faut faire attention parce que selon la structuration et la détention du patrimoine immobilier, parfois ça peut être interdit de faire de la location plus longue durée. Mais si c'est possible, pour moi, le principal risque dans la situation que tu évoquais là, Eric, je pense que ce serait de rester investi vraiment sur un seul mode de location, étant donné que ça va bouger et on ne sait pas vraiment quelle va être l'ampleur
de la baisse de la demande en location saisonnière. Après, on parle de risque, mais je pense qu'il faudrait aussi parler d'opportunités. Je pense que les personnes qui sont sur le marché du saisonnier, bien, c'est peut-être une opportunité de se démarcher par rapport à la concurrence. Je sais que Airbnb, par exemple, propose les expériences qu'on peut vendre avec la location saisonnière. Eh bien, c'est peut-être le temps de dire je vais essayer de dénoter ma location saisonnière, de lui donner un avantage par rapport aux autres. Je vais peut-être pas tout de suite baisser mes prix parce que sinon, en fait, si tout le monde baisse ses prix, on va complètement casser le marché. Par contre, je vais proposer une expérience supplémentaire ou un cadeau qui va avec, ça peut être une bouteille de punch, j'en sais rien, qui donne, on va dire, un peu plus de substance à ma location, un peu plus de qualité et qui du coup va faire que je serai positionnée sur un autre type de clientèle aussi peut-être. Ben, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut être intelligent, donc être créatif. C'est ça. Être créatif, voilà. Il faut voir les risques, mais il faut voir les opportunités. Voilà. En tout cas, on a passé un bon petit moment avec toi, Maëva. C'était très Moi instructif. de même. Donc, rendez-vous sur notre page Facebook du C2IA pour pouvoir voir le replay. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour la prochaine conférence. Merci Maëva. Prenez soin de vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye bye.